Il y a 2 semaines, j'ai pris la pire décision financière de ma carrière. J'ai co-signé un prêt hypothécaire pour une personne qualifiée de à haut risque et pas n'importe quel emprunteur, mon père. Le jour où il m'a traité d'échec fut le jour où j'ai réalisé qu'approuver ce prêt était ma plus grande erreur. Et ce fut le jour où j'ai mis fin à leur rêve d'une maison à 400 000 $. Voici ce qui se passe lorsque la famille qui vous dénigre apprend que vous étiez la seule chose qui maintenait leur rêve. Pendant 6 ans, j'ai analysé des demandes de prêt à la Mountain West Credit Union, à Denver. Les codes de crédit, les ratios dette-revenu, les historiques de paiement, ce sont des chiffres froids qui vous disent qui tient ses promesses et qui ne les tient pas. Durant cette période, j'ai examiné 847 demandes, approuvé 340 et refusé 57, ce n'est jamais personnel, ce ne sont que des mathématiques. Je vis dans un appartement d'une chambre dans la banlieue de Denver, j'ai fini de payer ma Honda Civic 2019 avec 3 ans d'avance. Je n'ai aucune dette de carte de crédit, aucune mensualité de voiture, aucun prêt étudiant. Ma cote de crédit est de 780. Mon revenu annuel s'élève à 95 000 $. Je suis le genre d'emprunteur dont les banques rêvent. Mes parents ne sont pas ce genre d'emprunteur. Robert Barrett, 58 ans, mécanicien à la retraite vivant d'une petite pension. Linda Barrett, 56 ans, comptable à temps partiel dans un cabinet dentaire. Leur revenu annuel combiné est de 48 000 $. Leur cote de crédit tourne autour de 615, en raison de dettes médicales contractées il y a 5 ans, et d'une tendance au retard de paiement dont ils insistent qu'il n'était pas de leur faute. Depuis 20 ans, ils louent la même maison de 2 chambres dans l'est de Denver. Chaque renouvellement de bail apporte la même conversation, nous sommes presque prêts à acheter. Nous devons juste améliorer un peu plus notre crédit. Nous y arrivons. Il n'y arrivait jamais, mais je ne l'ai jamais dit à voix haute. Il y a 2 semaines, un dimanche soir, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai coupé le son de la télévision. Sa voix avait cette gaieté forcée et pétillante qu'elle utilise lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose. Ethan, chérie, ton père et moi avons trouvé la maison parfaite. J'ai posé mon verre d'eau. C'est super, maman. Où ça? Eaglands Ranch. 3 chambres, garage pour 2 voitures, petite cour, mais assez pour un jardin. Elle est listée à 400 000 $. 400 000 $, soit environ 8 fois leur revenu annuel. Je n'ai pas dit ce que je pensais. Avez-vous parlé à un prêteur? Nous l'avons fait. Sa voix est devenue plus douce. Ils ont dit qu'avec notre crédit, nous serions admissibles à environ 260 000 $, à 9,1% d'intérêt. J'ai attendu. Mais, si nous avions un co-emprunteur avec un meilleur crédit et un meilleur revenu, nous pourrions obtenir le montant total à 6,2%. La mensualité baisse de presque 1800 $. Voilà. Vous voulez que je co-signe? Juste pour aider avec le taux, a-t-elle dit rapidement. C'est toujours notre prêt, notre maison. Nous ferions tous les paiements. Tu n'aurais rien à payer. Cette dernière partie était techniquement vraie, mais pratiquement sans importance. Co-signer signifiait que j'étais légalement responsable en cas de défaut de paiement. Mon nom était sur le prêt, ma cote de crédit en jeu, mon risque. Tous les voyants rouges de ma formation professionnelle se sont allumés, revenus insuffisants, ratio dette-revenu élevé, tendance au retard de paiement. Si cela avait été des inconnus déposant une demande à mon bureau, je les aurais refusés en moins de 3 minutes. Mais ce n'étaient pas des inconnus, c'étaient mes parents. Et la voix dans ma tête qui savait mieux a été recouverte par une voix plus forte, ils t'ont élevé, ont aidé à payer tes études, t'ont appris à être responsable avec l'argent. Le moins que tu puisses faire est de les aider à avoir une maison. Une signature. C'est tout ce qu'ils demandent. D'accord, ai-je dit. Je vais co-signer. Le soulagement dans sa voix est passé par le téléphone comme une vague. Oh, Ethan, merci. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous. J'avais une assez bonne idée. Cela signifiait que j'avais lié mon avenir financier à 2 personnes qui avaient passé 20 ans à prouver qu'elles ne pouvaient pas gérer le leur. Mais j'ai enterré cette pensée, je me suis dit que cette fois serait différente. Elle ne l'a pas été. Une semaine plus tard, j'étais assis en face de Nicole Chen à la First Mountain Bank. Jeune femme de la trentaine, professionnelle, efficace, le genre d'agente de crédit qui explique tout clairement, car elle ne veut pas de surprise plus tard. Elle m'a guidé à travers les documents, demande de prêt hypothécaire,
vérification des revenus, autorisation de crédit, divulgation de responsabilité. Puis, elle m'a fait glisser une section, le surligneur jaune marquant des paragraphes spécifiques. Juste pour être clair, a-t-elle dit, vous êtes répertorié comme l'emprunteur principal. Votre revenu est ce qui qualifie ce prêt. Vos parents sont des co-emprunteurs, mais le souscripteur approuve ceci en fonction de votre crédit et de vos revenus. J'ai froncé les sourcils. Ma mère a dit que j'aidais juste avec le taux. L'expression de Nicole n'a pas changé, mais j'ai vu une lueur de reconnaissance. Elle avait déjà entendu cette phrase. C'est une façon de le décrire, a-t-elle dit. Mais légalement, vous êtes responsable à 100% s'ils font défaut. Votre crédit est en jeu. Votre ratio dette-revenu. Elle a pointé une autre clause. S'il manque des paiements, la banque s'adresse à vous d'abord, pas à eux. Vous. J'aurais dû partir. J'aurais dû appeler mes parents et leur dire la vérité, vous n'êtes pas des co-emprunteurs. Je le suis. Vous êtes les co-signataires. Mais j'étais déjà là. Les documents étaient imprimés. Nicole attendait. Mes parents étaient enthousiastes à l'idée de la clôture dans 3 semaines. J'ai signé chaque page, chaque initiale, 23 pages au total. Un léger doute persistait lorsque j'ai quitté la banque, mais je n'ai pas confronté mes parents. Je ne leur ai pas demandé pourquoi ils avaient déformé les faits. Je me suis juste dit qu'ils n'avaient probablement pas compris la paperasse, que le prêteur leur avait expliqué différemment, que cela n'avait pas vraiment d'importance tant qu'ils effectuaient les paiements. Ils feraient les paiements. Ils devaient le faire. 4 jours plus tard, mon téléphone a vibré pendant mon travail. SMS de maman, dîner de famille ce soir, 19h. Nouvelles importantes à partager. J'ai terminé le dossier de prêt que j'étais en train d'examiner. J'ai conduit jusqu'à leur maison de location dans l'Est. Petite, démodée, la moquette usée dans le couloir, les comptoirs de cuisine des années 1980. Je suis arrivé quelques minutes avant 19h. Ma sœur cadette, Megan, était déjà là avec son fiancé Kyle, 28 et 29 ans, fiancés depuis 6 mois, mariage prévu pour l'été prochain. Papa a ouvert la porte. Ethan, entre. Entre. Toute la maison était différente. Une énergie y crépitait. Maman dans la cuisine souriait plus largement que je ne l'avais vue depuis des mois. Papa rebondissait presque sur ses pieds. Nous nous sommes assis à la petite table à manger. Reste de rôti en pot-au-feu de plus tôt, haricots verts réchauffés. Rien d'extraordinaire, mais tout le monde célébrait comme si c'était Thanksgiving. Papa a levé son verre d'eau. La clôture de la maison aura lieu dans 3 semaines. Megan a applaudi. Kyle a souri poliment. Maman a serré la main de papa. J'ai hoché la tête, j'ai pris une gorgée d'eau. Pendant les 20 minutes suivantes, ils ont parlé de la maison, du quartier, de la cour, de la chambre d'amis supplémentaire, du garage qui pourrait enfin contenir les outils de papa sans qu'ils trébuchent sur des boîtes. Puis, la conversation a changé. Megan s'est tournée vers maman. Alors, une fois que vous aurez la maison, je voulais parler de l'acompte pour le lieu de mariage. Maman a souri. Nous aurons enfin des capitaux propres pour travailler avec. Pas tout de suite, mais peut-être dans 6 à 8 mois. J'ai posé ma fourchette. Des capitaux propres? Il venait juste d'acheter la maison et il parlait déjà de retirer des fonds. Attendez, non. Il n'avait même pas encore clôturé. Il n'avait pas fait un seul paiement et il prévoyait de l'utiliser comme tirelire. Megan s'est tournée vers Kyle. Tu vois, je t'avais dit qu'ils aideraient. Kyle a hoché la tête, l'air mal à l'aise. J'ai regardé mes parents. Ils achetaient une maison qu'ils ne pouvaient pas se permettre afin de pouvoir retirer des capitaux propres dans 6 mois pour payer le lieu de mariage de ma sœur, en utilisant mon crédit, mon revenu, mon nom sur le prêt. Attendez, ai-je dit, calme mais direct. Vous achetez la maison pour retirer des capitaux propres? Le visage de papa s'est durci, immédiatement sur la défensive. C'est notre maison, Ethan. Nous pouvons en faire ce que nous voulons. Ce n'est pas votre maison si c'est moi qui qualifie le prêt. Maman a sauté dans la conversation, essayant d'aplanir les choses. Chérie, nous ne retirons pas de capitaux propres demain. Juste éventuellement. C'est normal pour les propriétaires. C'est comme ça que les capitaux propres fonctionnent. Pour les propriétaires qui se qualifient avec leurs propres revenus, ai-je dit. Ce n'est pas votre cas.
Je suis la seule raison pour laquelle la banque vous a approuvé. La mâchoire de papa s'est serrée. La table est devenue silencieuse. Meghan fixait son assiette. Kyle avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Papa s'est penché en avant. Tu sais quel est ton problème, Ethan? Pause. Tu es un échec. Le mot est resté suspendu dans l'air. Meghan s'est figée. Les yeux de maman se sont écarquillés. La fourchette de Kyle s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Papa a continué. 32 ans. Pas de femme, pas d'enfant. Vivant dans ce petit appartement déprimant avec tes feuilles de calcul et tes relevés bancaires. Pas de vie, pas d'avenir, rien. Maman a essayé d'interrompre. Marc, peut-être que... La voix de papa s'est élevée. Il doit entendre ça. Nous l'avons élevé, nous lui avons payé ses études, nous lui avons appris tout ce qu'il sait, et maintenant, il est assis là, à nous disputer la maison pour une poignée de dollars. Le moins que tu puisses faire, le minimum absolu, est d'aider ta famille sans transformer ça en négociation d'entreprise. Il s'est assis dans sa chaise. Peut-être qu'il serait mieux que tu ne reviennes pas avant d'avoir compris ce que signifie réellement la famille. Silence. Je ne me suis pas défendu, je n'ai pas argumenté, je n'ai pas élevé la voix. Je me suis juste levé lentement, j'ai pris ma veste sur le dossier de la chaise, j'ai marché jusqu'à la porte, sans regarder en arrière. La porte s'est fermée derrière moi. Silence gêné à l'intérieur de cette maison. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez moi, les mains fermes sur le volant. Pas de larmes, pas de tremblement, juste une clarté froide s'installant sur moi comme du givre. À la maison, je n'ai pas allumé la télévision, je n'ai appelé personne. Je me suis juste assis à ma table de cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'email de Nicole, avec les documents de prêt en pièces jointes, 23 pages. J'ai lu chaque mot. Page 14, section 7,4, l'emprunteur principal peut retirer sa demande avant l'approbation finale sans pénalité. J'ai ouvert un nouvel onglet, j'ai cherché sur Google, conséquences retrait demande prêt hypothécaire, j'ai lu 3 articles, 2 billets de blog d'avocats immobiliers, un fil de forum. La réponse était claire, sans moi, mes parents n'étaient admissibles à rien. Leur revenu de 48 000 $ ne pouvait pas soutenir un prêt hypothécaire de 400 000 $. Leur code de crédit de 620 ne leur donnerait pas 6,2% d'intérêt. Peut-être pas d'approbation du tout. Je ne les aidais pas à obtenir une maison. J'étais la maison. J'ai regardé mon téléphone. Écran noir. Aucun appel manqué. Aucun SMS. Pas de papa, pas de maman, même pas de Meghan. Il m'avait dit de ne pas revenir. Je respectais cela. J'ai réglé mon réveil à 8h30. Je suis allé me coucher. Pas de colère, pas d'émotion, juste des mathématiques froides. Le genre de mathématiques que je faisais tous les jours au travail. Et demain, je les appliquerai à mon père. Le lendemain matin, je suis entré à la First Mountain Bank 9 minutes après l'ouverture. Nicole était à son bureau, a levé les yeux quand je suis entré, a souri. Ethan, timing parfait. Nous sommes presque prêts pour l'approbation finale du souscripteur. Il suffit de vérifier. Je dois retirer ma demande. Elle s'est arrêtée en milieu de phrase. Je suis désolé. Quoi? Conformément à la section 7,4 de l'accord hypothécaire, ai-je dit, je me retire en tant qu'emprunteur principal. Nicole m'a regardé fixement, la confusion traversant son visage. Ethan, l'intégralité du prêt de vos parents dépend de votre revenu et de votre crédit. Sans vous? Je comprends. J'ai besoin d'une confirmation écrite d'ici la fin de la journée. Elle n'a pas bougé. Elle a juste étudié mon visage comme si elle essayait d'y lire quelque chose. Êtes-vous sûr? Cela va détruire leur prêt. J'en suis certain. Confirmation écrite, s'il vous plaît. Froid, professionnel, définitif. Elle a hoché la tête lentement. Je vais le traiter. Et je devrais informer vos parents immédiatement. Je comprends. Je me suis retourné et je suis sorti, je suis remonté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'au travail, je me suis garé à ma place habituelle, je suis entré dans la caisse populaire comme si c'était un vendredi comme les autres, car c'était juste un autre vendredi. Examiner des demandes de prêt, refuser des gens qui ne respectaient pas les critères.
Aujourd'hui, cette personne était mon père. 15 minutes plus tard, le téléphone de Robert Barrett a sonné dans la maison qu'il louait depuis 20 ans. Identification de l'appelant, First Mountain Bank. Il a répondu, excité. Il pensait probablement que c'était une bonne nouvelle concernant l'approbation finale. La voix de Nicole est passée, professionnelle mais sérieuse. Monsieur Barrett, nous avons un problème avec votre demande de prêt. Quel genre de problème? Ethan s'est retiré en tant que co-emprunteur ce matin. Sans son revenu et son profil de crédit, votre demande ne répond plus à nos critères de prêt. Silence. Puis, un mot. Quoi? Je peux la soumettre à nouveau en utilisant uniquement le revenu de votre ménage, a poursuivi Nicole. Mais compte tenu de votre crédit et de votre ratio dette-revenu, l'approbation maximale serait d'environ 265 000 $, à 9,1% d'intérêt. Pause. La maison est à 400 000 $. J'en suis consciente. Je suis vraiment désolé, mais sans Ethan, ce prêt ne sera pas conclu. L'appel a pris fin et la panique a commencé. Une demi-heure plus tard, mon téléphone a commencé à s'illuminer. J'étais à mon bureau, examinant une demande de prêt aux petites entreprises. Téléphone sur silencieux. L'écran vers le haut, à côté de mon clavier. Le premier SMS est arrivé peu avant 11 heures. Maman, Ethan, appelle, s'il te plaît. Puis un appel. Papa, manqué. Un autre appel. Maman, manqué. Un autre SMS. Maman, la banque a dit que tu t'es retiré. Ça doit être une erreur. Plus d'appels. Papa. Maman. Papa. Maman. SMS de papa vers midi, appelle-moi immédiatement. J'ai lu chacun d'eux. Je n'ai répondu à aucun. J'ai juste continué à travailler. Pause déjeuner. 23 notifications de plus. Maman, ça doit être un malentendu. S'il te plaît, appelle-nous. Appel de Megan. Manqué. Numéro inconnu, probablement leur agent immobilier. Manqué. Megan, SMS, Ethan, qu'est-ce que tu fais? Appelle maman et papa tout de suite. Milieu d'après-midi. Plus d'appels. Plus de SMS. Maman, ton père ne parle pas. Il est juste assis à table, s'il te plaît. Un autre numéro inconnu. Manqué. À 17 heures, le décompte était brutal. Papa, 8 appels manqués. Maman, 13 appels manqués. Megan, 3 appels manqués, numéros inconnus, 2 appels manqués. 26 au total, et je n'en avais répondu à aucun. Puis, à 17h17, mon écran s'est illuminé une dernière fois. SMS de maman, tout en majuscule, étant, nous avons besoin d'ETOI maintenant. La maison tombe à l'eau sans toi. S'il te plaît, appelle-nous. 3 points d'exclamation après chaque phrase. Désespéré, suppliant. Le genre de message qu'on envoie quand tout s'écroule et qu'on n'a aucun contrôle. Je l'ai lu, j'ai regardé l'écran s'allumer pendant quelques secondes, puis j'ai posé le téléphone face contre terre sur mon bureau, je me suis retourné vers mon ordinateur, j'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur, j'ai tapé « Appartement à louer Denver » et j'ai commencé à regarder des logements de 2 chambres, dans de meilleurs quartiers, avec parking couvert, centre de fitness. 24 heures plus tôt, papa m'avait traité d'échec, avait dit que je n'avais pas de vie, m'avait dit de ne pas revenir avant d'avoir compris ce que signifiait la famille, que mon petit appartement déprimant était la preuve que je ne comprenais pas ce qui importait. Maintenant, mon téléphone vibrait avec des SMS en majuscules, désespérés, urgents, me suppliant de sauver leur maison de rêve. La différence entre la clôture dans 2 semaines et la regarder s'échapper pour toujours. J'ai laissé le message non lu. Ils voulaient que je parte. J'allais rester parti, mais je le ferais à mes conditions. Pas les leurs. Plus jamais les leurs. Ce soir-là, les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Je suis rentré vers 18 heures, j'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur mon canapé, téléphone toujours sur silencieux, l'écran s'allumant toutes les quelques minutes. Premier message vocal. Papa, voix serrée de colère. C'est puéril, Ethan. Absolument puéril. Tu n'as pas le droit de saboter nos vies parce que tu n'as pas aimé ce que j'ai dit. Rappelle-moi. Pas d'excuses, juste de la colère parce que j'avais effectivement agi.
Deuxième message vocal. Maman, en pleurs. Chérie, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Quoi que ce soit qui ne va pas, nous pouvons en parler. Rappelle-nous, s'il te plaît. Troisième message vocal. Papa, encore, plus fort cette fois. Tu vas ruiner tout ce pour quoi nous avons travaillé. 20 ans d'économie, 20 ans d'attente, et tu jettes tout ça à la poubelle pour rien. J'ai posé le téléphone sur la table basse, je l'ai regardé s'allumer, je ne l'ai pas touché. Quatrième message vocal. Maman, ton père est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu comme ça. S'il te plaît, parle-nous, juste. Cinquième, sixième, septième. Au moment où je suis allé me coucher, le décompte était de 12 messages vocaux. Je n'ai pas écouté la plupart d'entre eux, je les ai juste supprimés au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Samedi matin, l'interphone a sonné. 9 heures. J'étais en train de faire du café dans ma cuisine. Je n'avais pas encore vérifié mon téléphone. Probablement 40 notifications supplémentaires m'attendaient. Bip, bip, bip. J'ai marché jusqu'au panneau de l'interphone près de ma porte d'entrée, j'ai appuyé sur le bouton vidéo. Le petit écran montrait l'entrée de l'immeuble. Megan se tenait sur le trottoir, regardant la caméra. Elle a appuyé à nouveau sur le bouton, la main tenue enfoncée. Ethan, je sais que tu es là-haut. Laisse-moi entrer. J'ai regardé l'écran. Je n'ai pas appuyé sur le bouton de déverrouillage. Elle a attendu. A appuyé sur le bouton 3 fois de plus. Ethan, ouvre la porte. Je suis retourné à ma cuisine, j'ai versé mon café. Le bouton a continué à sonner pendant 1 minute, puis s'est arrêté. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité sur mon téléphone. Megan était toujours là, les bras croisés, fixant l'immeuble, attendant. Elle est restée là pendant 20 minutes, faisant les 100 pas, vérifiant son téléphone, levant les yeux vers les fenêtres comme si elle pouvait deviner laquelle était la mienne. Finalement, elle est montée dans sa voiture, a claqué la porte et est partie. Mon téléphone a vibré 1 heure plus tard. SMS de Megan, tu es égoïste. Maman a pleuré toute la nuit. Cette maison est leur rêve, leur retraite, leur avenir, et tu es en train de la détruire parce que tes sentiments ont été blessés. Grandis un peu. Je l'ai lu, j'ai posé le téléphone, je suis retourné à mon café, je n'ai pas répondu. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai laissé le répondeur prendre. J'ai vérifié 5 minutes plus tard. Voix de femme. Professionnelle, stressée. Bonjour, Ethan. Ici Sharon Michael. Je suis l'agent immobilier de vos parents. Je crois comprendre qu'il y a eu un problème avec le financement. Les vendeurs deviennent nerveux et demandent si nous devons prolonger la date de clôture. Pouvez-vous me rappeler? Merci. J'ai bloqué le numéro. Dimanche matin a apporté un changement de ton. Message vocal de papa. 7 heures du matin. Je ne l'ai pas écouté avant d'avoir terminé mon petit déjeuner. Sa voix était différente. Plus calme, moins en colère. Ethan, c'est papa. Écoute, j'ai été dur jeudi. Ta mère pense que je suis allé trop loin. Peut-être que oui. Mais cette maison signifie tout pour nous. C'est notre retraite, notre sécurité, tout ce vers quoi nous avons travaillé pendant 20 ans. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Rappelle-moi, juste. Remarquez ce qui n'y était pas. Pas d'excuse pour m'avoir traité d'échec. Pas de reconnaissance que ce qu'il avait dit était faux. Juste que peut-être il était allé trop loin, et que maman le pensait. J'ai supprimé le message vocal. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. Numéro que je ne reconnaissais pas, mais c'était local. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Allô, Ethan. C'est Thomas. Thomas est, ami de la famille. Connaît mes parents depuis 30 ans. Un homme plus âgé, professeur à la retraite. Le genre de personne que mes parents appellent lorsqu'ils ont besoin de quelqu'un pour arbitrer les problèmes familiaux. Salut, Thomas. Tes parents m'ont demandé de te contacter, a-t-il dit avec prudence. Ils ont vraiment du mal avec cette situation. J'en suis sûr. Ils veulent comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tu t'es retiré du prêt. C'est entre moi et eux, Thomas. Je comprends cela,
mais ils cherchent juste un moyen de te parler, d'arranger ce qui n'a pas marché. Ils m'ont dit de ne pas revenir avant d'avoir compris ce que signifiait la famille, ai-je dit. Je respecte ça. Silence sur la ligne. Cela semble extrême pour une seule dispute. Le fait de me traiter d'échec l'était aussi. Plus de silence. Ethan, je ne sais pas ce qui a été dit, mais ils sont désespérés. La maison tombe à l'eau. 20 ans de rêve d'être propriétaire. Peux-tu au moins leur parler? Pas encore. Quand? Quand je serai prêt. J'ai raccroché. Lundi matin, je me suis réveillé avec un email envoyé à 2 heures du matin, une chaîne de messages transférés. Mes parents m'avaient accidentellement mis en copie visible au lieu de copie cachée. L'email original provenait de Sharon Michael à mes parents. Bob et Linda, les vendeurs sont très nerveux. Ils ont reçu 2 offres de secours au cours de la semaine passée. L'une est nettement plus solide que ce que nous avions prévu. Ils ont besoin d'une confirmation d'approbation de prêt d'ici mercredi à 17 heures, sinon ils passeront à l'acheteur suivant. Veuillez nous informer de l'état le plus rapidement possible. Mes parents manquaient de temps. Les vendeurs avaient une date limite. Mercredi, dans 2 jours. Sans approbation de prêt d'ici là, la maison était perdue. J'ai transféré l'email dans un dossier, je l'ai archivé, et je suis allé au travail. Vers 11 heures du matin, mon téléphone de bureau a sonné. Ligne interne. Rachel à la réception. Ethan, il y a une Linda Barrett ici pour vous voir. J'ai arrêté de taper. J'ai fixé mon écran d'ordinateur. Maman était là, à mon bureau. Sans prévenir. Je pouvais dire à Rachel que je n'étais pas disponible, que j'étais en réunion, que j'étais déjà parti déjeuner. Elle livrerait le message, maman partirait, et ce serait tout. Où je pouvais descendre. Lui faire face. Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. J'ai enregistré mon travail. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai pris les escaliers jusqu'au hall. Maman se tenait près de la fenêtre. 56 ans, mais elle paraissait plus vieille aujourd'hui. Cheveux décoiffés, pas de maquillage, cernes sombres sous des yeux rouges et gonflés, chemise froissée, jean qui semblait avoir été porté pour dormir. Elle m'a vu et s'est redressée. Ethan. Maman. Nous nous tenions là, à 3 mètres de distance. Le hall était silencieux, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tout allait bien. Le prêt était approuvé. La clôture de la maison était dans 2 semaines, puis jeudi tu es parti, et vendredi tu t'es retiré, et maintenant la banque dit que nous perdons tout. Papa t'a-t-il dit ce qu'il a dit jeudi? Elle a hésité. Il a dit que vous aviez eu une dispute à propos de la maison. Il m'a traité d'échec. Maman a tressailli. Il a dit que j'ai 32 ans, pas de femme, pas d'enfant, pas de vie. Que je vis dans un appartement déprimant, que le moins que je puisse faire est d'aider ma famille sans transformer ça en négociation d'entreprise. Puis il m'a dit de ne pas revenir avant d'avoir compris ce que signifie la famille. Il était contrarié. J'étais le prêt, maman. Elle s'est arrêtée. Mon crédit, mon revenu, mon nom en tant qu'emprunteur principal. Sans moi, vous ne vous qualifiez pour rien. Et quand j'ai souligné cela, papa a décidé que j'étais une déception qui ne comprenait pas la famille. Les mains de maman tremblaient. Elle les a jointes. Nous avions juste besoin d'aide pour obtenir l'approbation, c'est tout. Non, vous aviez besoin que je sois l'approbation. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon email, j'ai trouvé les documents de Nicole, j'ai ouvert la section surlignée. Emprunteur principal. C'est moi. Pas co-signataire, pas aidé avec le taux. Je suis le prêt. Votre revenu de 48 000 $ ne se qualifie pas pour 400 000 $. Votre code de crédit de 620 ne vous donne pas 6,2% d'intérêt. Je suis la seule raison pour laquelle la banque a dit oui. Maman a regardé l'écran, puis a détourné le regard. Nous n'avons pas nous pensions. Vous pensiez que je signais juste des papiers pour vous aider. Mais Nicole m'a dit la vérité à la banque. Je suis responsable à 100% si vous faites défaut. Mon crédit s'effondre si vous manquez des paiements. Mon ratio d'être venu en prend le coup. Nous ne manquerions jamais de paiement.
Vous prévoyez de retirer des capitaux propres dans 6 mois pour le lieu de mariage de Meghan. Maman est restée silencieuse. Vous n'achetiez pas la maison pour la retraite, ai-je dit. Vous l'achetiez pour extraire de l'argent que vous n'avez pas pour la fête de Meghan. En utilisant mon crédit pour déverrouiller une tirelire. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Vous n'avez pas travaillé pour cette maison. C'est moi qui l'ai fait. Ma cote de crédit n'est pas arrivée par accident. J'ai remboursé ma voiture plus tôt. Je n'ai jamais eu de dette de carte de crédit. Je n'ai jamais manqué un paiement en 10 ans. J'ai construit cette cote de crédit de 780 délibérément, et vous vouliez la jouer au dé sur des retraits de capitaux propres et des refinancements, et tout ce que vous avez décidé d'autre dont vous aviez besoin. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Qu'est-ce que tu veux de nous? Des excuses? Tu en auras. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cette maison partir. C'est tout ce vers quoi nous avons travaillé. Vous n'avez travaillé vers rien. Vous attendiez que quelqu'un vous le donne. Silence. Elle a essuyé ses yeux. S'il te plaît, Ethan. Que devons-nous faire? Si vous voulez que je revienne dans ce prêt, ai-je dit, nous le faisons à ma manière. Pas celle de papa, pas la vôtre, la mienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous enverrai les termes ce soir. Vous et papa les lisez. Décidez si la maison en vaut la peine. Si oui, vous signez. Sinon, les vendeurs prennent l'offre de secours et vous continuez de louer. Des termes? Quels termes? Vous les verrez ce soir. La date limite est mercredi à 17 h. La même que celle des vendeurs. Ne pouvons-nous pas simplement parler d'eux? Non. Vous obtenez les termes par écrit. Vous les signez, ou vous ne les signez pas. C'est l'accord. Maman m'a fixé, cherchant quelque chose. Une fissure dans le mur. Un signe que je céderais. Elle ne l'a pas trouvé. D'accord, a-t-elle murmuré. Envoie-les. J'ai hoché la tête. Je me suis tourné vers l'ascenseur. Ethan. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. Il ne le pensait pas. Ce qu'il a dit, il avait juste peur de perdre la maison. Il le pensait. Et maintenant, il va apprendre ce que ça coûte. Je suis retourné à l'ascenseur, j'ai appuyé sur le bouton, je n'ai pas regardé en arrière, les portes se sont fermées. Ce soir-là, je me suis assis à ma table de cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai créé un nouvel email. Ah, Robert Barrett, Linda Barrett. Objet, conditions pour la réintégration du co-signataire. J'ai tapé pendant 1 heure. Aucune émotion dans les mots. Juste un langage clair et froid qui ne laissait aucune place à l'interprétation. 5 termes, non négociables. 1. Aucun retrait de capitaux propres sans mon consentement écrit. Cela incluait les marges de crédit sur valeur domiciliaire, les refinancements avec sortie de fonds, tout mécanisme qui retirait de l'argent de la maison. S'il voulait emprunter contre des capitaux propres, il devait me le demander d'abord, par écrit, avec documentation. 2. Aucun refinancement sans mon approbation préalable. Préavis de 30 jours minimum. J'examinais les termes. Je décidais si cela avait un sens financier, pas eux. 3. Confirmation de paiement mensuel envoyé par email. Preuve qu'il payait à temps chaque mois. Aucune exception. 4. Clause de manquement de paiement. S'il manquait 2 paiements hypothécaires consécutifs, j'assumais les droits de propriété, ou je pouvais forcer une vente. Leur choix serait de rattraper le retard ou de perdre la maison. 5. Meghan n'avait aucune revendication sur la propriété, aucun capital, aucun produit s'il vendait. Rien. Cela prévenait les futures disputes quand elle s'attendrait à ce qu'il finance sa vie. Je l'ai lu 3 fois, je me suis assuré que le langage était clair, je l'ai joint en PDF, j'ai tapé le corps de l'email. Si vous voulez que je réintègre ma demande de prêt hypothécaire, ces termes sont non négociables. Examinez-les avec un avocat si nécessaire. Réponse requise d'ici mercredi à 17 h pour respecter la date limite du vendeur. Envoyé à 20h47. J'ai fermé mon ordinateur portable. Il m'avait traité d'échec. M'avait dit de rester loin. Avait rejeté ma valeur tout en exigeant ma cote de crédit. Maintenant, ils allaient apprendre ce qu'il en coûtait de me faire revenir.
Le prix n'était pas l'argent. C'était le contrôle. Et je ne négociais pas. Mardi matin, je me suis préparé pour le travail comme n'importe quel autre jour. Douche, café, ordinateur portable ouvert sur la table de cuisine. J'ai vérifié mes emails professionnels en premier, 3 demandes de prêt en attente d'examen. Puis, j'ai ouvert un nouvel email. Ah, Robert Barrett, Linda Barrett. Objet, conditions pour la réintégration du co-signataire. J'ai commencé à taper. Si vous souhaitez que je réintègre ma demande de prêt hypothécaire, les conditions suivantes sont non négociables. J'ai joint un accord supplémentaire en PDF. Examinez-le avec un avocat si vous le souhaitez. Une réponse est requise d'ici mercredi à 17 h pour respecter la date limite du vendeur. J'ai joint le document que j'avais terminé la veille, accord supplémentaire hypothécaire Barrett. 3 pages, 5 termes. Langage blindé. Terme 1. Aucun retrait de capitaux propres sans mon consentement écrit. Cela signifiait aucune marge de crédit sur valeur domiciliaire, aucun refinancement avec sortie de fonds, rien. Terme 2. Aucun refinancement sans mon approbation préalable, préavis de 30 jours minimum. Terme 3. Confirmation de paiement mensuel envoyé à mon email chaque mois, preuve qu'il payait à temps. Terme 4. L'option nucléaire. S'il manquait 2 paiements hypothécaires consécutifs, j'assumais les droits de propriété ou je pouvais forcer une vente. Terme 5. Mégane n'avait aucune revendication sur la propriété, aucun capital, aucun produit, rien. J'ai lu l'email une dernière fois, j'ai appuyé sur envoyer. Juste avant 9 h, j'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis habillé, j'ai conduit jusqu'au travail. Cet après-midi-là, mon téléphone a commencé à vibrer pendant une réunion. Maman appelait. J'ai laissé passer au message vocal. Quelques minutes plus tard, un SMS, nous avons reçu ton email. Nous devons en parler. J'ai posé mon téléphone face contre terre, j'ai continué à examiner la demande de prêt devant moi. La réunion s'est terminée vers 16 h. J'ai vérifié mon téléphone dans mon bureau. 2 messages vocaux. Le premier. Papa. Voix tremblante de colère. Ces termes sont insensés. Tu nous traites comme des criminels. C'est notre maison, Ethan. Rappelle-moi. Le deuxième message vocal. Maman, en pleurs. Chérie, s'il te plaît. Ces termes ton père est tellement bouleversé. Pouvons-nous au moins nous rencontrer pour les discuter? Un autre SMS est arrivé. Maman, ton père est très bouleversé. Pouvons-nous nous rencontrer pour en parler, s'il te plaît? J'ai tapé une réponse. Une seule phrase. Les termes sont définitifs. Réponse d'ici mercredi à 17 h ou je reste retiré. Votre choix. Je l'ai envoyé, j'ai rangé mon téléphone, je suis retourné au travail. Mercredi matin, je me suis réveillé dans le silence. Aucun SMS, aucun appel, aucun email de mes parents. La date limite était aujourd'hui, 17 h. Je me suis préparé pour le travail. J'ai conduit, j'ai vérifié mon email à mon bureau, rien de maman ou papa. 2 heures se sont écoulées. Mon téléphone a vibré. SMS de Mégane. Tu vas vraiment les laisser perdre la maison à cause d'un besoin de pouvoir? Tu es incroyable. J'ai bloqué son numéro. Je n'ai pas répondu, j'ai juste bloqué et je suis retourné au travail. En début d'après-midi, un email est arrivé de Nicole Chen de la First Mountain Bank. Objet, échéance urgente du vendeur. Ethan, vos parents m'ont contacté pour se renseigner sur le calendrier de réintégration du prêt. Je les ai informés que les vendeurs demandent une confirmation d'ici 17 h aujourd'hui, sinon ils acceptent une offre de secours. Si vous prévoyez de réintégrer, j'ai besoin de le savoir dès que possible afin de pouvoir contacter le souscripteur. Tenez-moi au courant. J'ai laissé l'email ouvert, je n'ai pas répondu. L'horloge avançait. 15 h. 15h30. Mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries, puis j'ai répondu. Allô? Ethan. Sa voix était pressée, désespérée. Nous allons signer. Nous allons signer tes termes. Pause. Mais pouvons-nous au moins parler de certaines formulations? Pas de changement. Signer tel quel ou j'abandonne. Silence sur la ligne, puis la voix de maman. Plus calme.
Ton père veut se rencontrer en personne d'abord pour examiner les termes ensemble. J'ai regardé mon écran d'ordinateur, j'ai vérifié mon calendrier pour demain. Très bien. Demain matin, 10 heures. Starbucks sur Parker Road. D'accord. D'accord. Merci. Juste vous, moi, et papa. Pas de Mégane. Compris. Apportez le contrat signé ou ne venez pas. J'ai raccroché. 15 minutes plus tard, un email est parti de mes parents à Sharon Michael, l'agent immobilier, le prêt sera soumis à nouveau, demandant une prolongation de 48 heures sur la date limite de clôture. Les vendeurs ont à peine accepté, vendredi à 17 heures, date limite finale. Jeudi matin, je suis arrivé au Starbucks 5 minutes en avance. Petit emplacement, table tranquille dans le coin arrière. Je me suis assis, j'ai posé ma chemise en carton sur la table, le contrat à l'intérieur. Mes parents sont entrés 2 minutes plus tard. Papa semblait tendu, les bras croisés, la mâchoire serrée, les yeux durs. Maman paraissait épuisée, yeux rouges et gonflés, mains tremblantes alors qu'elle portait son café. Ils se sont assis en face de moi. Pas de câlin, pas de petite discussion. Avez-vous lu les termes, ai-je demandé. La mâchoire de papa a fléchi. Nous les avons lus, silence. Maman a posé son café doucement. Nous voulions en discuter pour comprendre ce à quoi nous acceptons. J'ai ouvert mon dossier, j'ai sorti ma copie de l'accord supplémentaire, je l'ai glissé au centre de la table. Passons-les en revue. Papa a parlé en premier. Et si nous avons besoin d'argent pour des réparations d'urgence? Le toit, la fournaise. Nous ne pouvons pas retirer des capitaux propres pour réparer notre propre maison. Vous soumettez une demande écrite avec des reçus. J'approuve les dépenses légitimes. Les réparations d'urgence se qualifient. Le lieu de mariage de Mégane ne se qualifie pas. Papa a tressailli. Nous devons demander la permission. Mon crédit a rendu cette maison possible. Vous n'avez pas le droit de jouer avec. Maman, cette fois. Et si les taux baissent? Pour le refinancement. Alors nous en discutons. J'examine les nouveaux termes. Si c'est légitime, je l'approuve. La voix de papa est devenue plus dure. Les confirmations mensuelles. Tu ne nous fais pas confiance. Vous m'avez traité d'échec et m'avez dit de ne pas revenir. La confiance est brisée. Il a détourné le regard. Nous avons passé en revue le reste. La clause de manquement de paiement. Maman a eu le souffle coupé lorsque je l'ai expliqué. L'exclusion de Mégane. Les mains de papa se sont serrées en poing. Lorsque nous avons terminé, papa a poussé le contrat sur la table, loin de lui. Ce n'est pas un accord familial. C'est une peine de prison. Tu nous punis pour une seule dispute. Je me suis penché en arrière, j'ai gardé ma voix calme. Non, je me protège des gens qui m'ont utilisé, puis m'ont rejeté lorsque j'ai posé des questions. Nous ne t'avons pas utilisé. Si, vous l'avez fait. Vous avez dit à maman de me dire que j'aidais juste avec le taux. Mais Nicole m'a montré la vraie paperasse. Je suis l'emprunteur principal. Mon revenu qualifie ce prêt. Mon crédit débloque les termes. Vous le saviez. Maman a regardé sa tasse de café. Je vous ai donné mon aide, ai-je continué. Et quand j'ai souligné que vous prévoyiez d'utiliser la maison pour le mariage de Mégane, vous m'avez traité d'échec. Vous avez dit que je n'avais pas de vie. Vous m'avez dit de partir. Papa est resté silencieux. Vous m'avez dit de ne pas revenir, alors je ne suis pas revenu. Je me suis retiré du prêt. J'ai respecté exactement ce que vous avez demandé. La voix de maman est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Nous ne pensions pas que tu le ferais vraiment. Vous ne pensiez pas qu'il y aurait des conséquences. Je me suis penché en avant. Vous ne pouvez pas m'utiliser et me jeter dans la même conversation. Si vous voulez que je revienne dans ce prêt, c'est à mes conditions. Non négociables. Le visage de papa était devenu rouge. Et si nous refusons? Alors vous perdez la maison demain à 17 heures, et je retourne dans mon appartement déprimant avec ma cote de crédit de 780 complètement intacte. Long silence. Maman a tendu la main sur la table, a posé sa main sur le bras de papa. Marc, il a raison. Papa s'est tourné vers elle. Nous lui avons demandé de tout risquer pour nous.
Puis tu lui as dit qu'il était un échec parce qu'il posait des questions. Ce n'était pas juste. Elle m'a regardé, puis est revenue vers papa. Ethan ne nous a jamais rien demandé. Il a toujours été là, et nous lui avons fait sentir qu'il n'avait pas d'importance. Elle a serré le bras de papa. Si nous ne pouvons pas accepter ces termes, nous ne méritons pas son aide. Papa a fixé le contrat, la mâchoire serrée. Finalement, il a pris le stylo, main tremblante. Je suis censé demander la permission à mon fils d'utiliser ma propre maison. Ce n'est pas encore votre maison, ai-je dit. C'est un prêt que je rends possible. Papa a pris une longue inspiration. Il l'a relâché lentement. Il a signé les 3 pages. Maman a signé, puis me l'a glissé. J'ai signé en dernier. J'ai remis le contrat dans ma chemise. Je vais apporter ceci à Nicole cet après-midi. Elle va soumettre à nouveau le prêt. Vous saurez d'ici demain. C'est quand la clôture, a demandé maman. En début de semaine prochaine si le souscripteur approuve. Papa s'est levé. Il ne m'a pas regardé. Il est sorti. Maman est restée un instant. Il a honte. Pas de toi. De lui-même. Il devrait l'être. Elle a hoché la tête. Elle est partie. Je suis resté seul pendant 5 minutes, j'ai fini mon café, puis j'ai conduit jusqu'à la First Mountain Bank. Nicole était à son bureau quand je suis entré. Ethan, avez-vous des nouvelles? J'ai posé le dossier sur son bureau, je l'ai ouvert. Accord supplémentaire signé, toutes les parties. Elle l'a lu, les sourcils légèrement levés au terme 4. C'est complet. Le souscripteur va l'examiner, mais vous êtes toujours l'emprunteur principal. Cela ajoute juste des protections. Cela devrait aller. Elle a ouvert son ordinateur, a commencé à taper. Je vais soumettre à nouveau cet après-midi. Nous devrions avoir des nouvelles d'ici demain. L'après-midi suivant, l'email est arrivé. Objet, revalidation de prêt confirmé. Je l'ai ouvert, debout dans ma cuisine. Le souscripteur a examiné et accepté les termes supplémentaires. Prêt approuvé. Clôture prévue pour mardi. La maison était la leur, avec mon nom dessus. Mes termes par écrit, mes protections verrouillées. Mardi après-midi, j'étais assis à la table de clôture. Maman à ma gauche, papa à ma droite. L'agent de titre nous guidait à travers les documents. Piles de papier, des douzaines de signatures. Papa a signé l'hypothèque. Maman a signé, a essuyé ses yeux. Puis l'agent a glissé le document final vers papa, l'accord supplémentaire. Juste là, dans le registre officiel. Il l'a signé. L'agent a glissé les clés sur la table. Maman les a prises, a commencé à pleurer, serrant ses clés. Papa s'est levé, a marmonné quelque chose sous sa respiration. C'était peut-être, j'ai dépassé les bornes, puis il est sorti. Maman est restée. Merci. J'ai hoché la tête. Elle est partie. J'ai rassemblé mes copies, je suis sorti vers ma voiture. Ils ont obtenu leur maison de rêve, 400 000 $. Tout ce qu'ils avaient voulu pendant 20 ans. Et j'ai obtenu quelque chose de plus précieux, la preuve que les gens ne respectent votre valeur que lorsqu'ils sont sur le point de la perdre. La leçon de 400 000 $ écrite à l'encre indélébile sur un contrat hypothécaire. La loyauté familiale n'est pas un laissez-passer gratuit pour exploiter les gens qui se présentent pour vous. Parfois, le prix pour revenir est le contrôle. Et je ne m'en excusais pas. 6 mois se sont écoulés. Mars maintenant. Printemps froid à Denver. Mes parents ont emménagé dans la maison de Highlands Ranch en octobre. Ma boîte de réception reçoit un nouvel email tous les mois, comme une horloge. Confirmation de paiement de leur banque. Conformément au terme 3 de notre contrat. 6 paiements jusqu'à présent. Tout s'attend. 2847 $ et 16 cents tous les mois. J'ai visité la maison 2 fois, Thanksgiving, Noël. Les 2 visites étaient polies, distantes. 30 minutes de petites discussions, puis je partais. Plus de dîners de famille hebdomadaires. Plus d'appels tous les 2 jours. Ma nouvelle limite était simple, contact maximum 2 fois par mois, sauf urgence réelle. Ils apprenaient à vivre sans me traiter comme leur solutionneur de problèmes personnels. Novembre. Papa a appelé pour me demander de l'aide pour déplacer des meubles.
Le vieux moi aurait tout laissé tomber, aurait conduit là-bas cet après-midi, passé 3 heures à déplacer des canapés. Le nouveau moi a dit 5 mots, je suis occupé ce week-end. Il a embauché des déménageurs. Décembre. Maman voulait que j'examine son compte de retraite. C'est en dehors de mon expertise. Voici le numéro d'un conseiller financier. Elle a embauché le conseiller. Ils résolvaient leurs propres problèmes maintenant. Un concept nouveau. La relation était plus froide, mais plus saine. Je n'étais plus leur guichet automatique. Je n'étais pas leur homme à tout faire. Je n'étais pas leur thérapeute. Juste leur fils avec des limites. Le mariage de Meghan est devenu un dommage collatéral. Elle s'est fiancée en juillet. Mariage prévu pour juin prochain. La vision originale était de 45 000 $. Lieu, traiteur, photographe, le grand jeu. Elle s'attendait à ce que maman et papa contribuent à hauteur de 20 000 $ à partir des capitaux propres de la maison. Le terme 1 de mon contrat a dit non. Janvier, elle m'a appelée furieuse. Tu ruines mon mariage. Je ne ruine rien. Tu n'as juste pas droit à ma ligne de crédit. La famille est censée s'entraider. Alors aide-toi toi-même. Trouve un deuxième emploi. Économise de l'argent comme je l'ai fait. Elle a raccroché. Le mariage a été réduit. Budget de 18 000 $. Ce qu'elle et Kyle avaient réellement économisé. Lieu plus petit, réception dans la cour, décoration faite maison. Son Instagram s'est rempli d'histoires passives-agressives, découvrir qui vous soutient vraiment sur des photos de tableaux de mariage Pinterest. Je ne suis pas intervenu, je n'ai pas commenté, je n'ai pas aimé, j'ai juste ignoré. Thanksgiving a ramené la famille élargie dans le mélange. Dîner dans la nouvelle maison de mes parents. Premier grand rassemblement depuis qu'ils avaient emménagé. Tante Carole m'a pris à part dans la cuisine. J'ai entendu dire que tu n'avais presque pas co-signé pour tes parents. Je me suis retiré temporairement. Nous avons réglé ça. Ça a dû être dur pour eux. Elle m'a lancé un regard. Mais je suis contente que tu aies changé d'avis. Traduction, elle pensait que j'avais été difficile, que j'avais fait souffrir mes parents sans raison. Je ne l'ai pas corrigé. Oncle Jim a eu une autre opinion. Le frère cadet de papa. Il m'a pris à part après le dîner. Ton père m'a dit ce qui s'est passé. Bien joué de tenir bon. Il a baissé la voix. Je lui ai prêté 5 000 $ il y a 10 ans. Je ne les ai jamais revus. Tu as été intelligent de te protéger. Mon cousin Danny m'a rattrapé près de la porte en sortant. Mec, j'aurais fait la même chose. Les boomers pensent qu'on leur doit tout. La division était générationnelle. Les parents plus âgés pensaient que j'avais été dur. Les plus jeunes pensaient que j'avais été justifié. Je ne me suis défendu devant personne. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Papa a commencé à changer vers décembre. Petit changement, subtil mais réel. Il a appelé pour une question d'entretien de fournaise. Le vieux papa aurait dit, « Ethan, viens voir ça. » Le nouveau papa a dit, « Eh, tu connais un bon réparateur de CVC ?» Il demandait au lieu d'exiger. Janvier, son camion avait besoin de réparation de frein. Il ne m'a pas appelé à l'aide. Il a payé un mécanicien 450 $. Il l'a mentionné plus tard, presque avec désinvolture. J'ai réparé les freins. Ça m'a coûté un bras. Ça semble normal pour ce modèle. Ouais. Bref, merci pour la référence du mois dernier. Je lui avais envoyé le numéro d'un mécanicien par SMS des semaines plus tôt. Il l'avait réellement utilisé. Février, il a appelé un soir. Tu as une minute? J'étais sur mes gardes. Bien sûr. Je voulais te dire quelque chose. Je suis désolé. Pour de vrai cette fois, pas les demi-excuses à la clôture. Pause. Je t'ai traité d'échec. C'était mal. Tu n'es pas un échec. Tu es la personne la plus responsable de cette famille. Et j'ai pris ça pour acquis. Je n'ai pas su quoi dire pendant quelques secondes. Merci de le dire. Je le pense. Tu n'étais pas obligé de nous aider, mais tu l'as fait. À tes conditions. Je respecte ça maintenant. La relation n'était pas complètement réparée. Probablement qu'elle ne le serait jamais, mais c'était mieux.
Il a commencé à envoyer des SMS occasionnels, il a planté un arbre dans la cour, il a repeint la chambre d'amis. De petits efforts pour reconstruire. Maman a essayé plus fort. SMS hebdomadaire pour prendre de mes nouvelles. Article qu'elle pensait que je trouverais intéressant. Invitation à dîner que je refusais la plupart du temps. Janvier, elle a envoyé un cadeau de Noël tardif. Colis Amazon, un livre, Boundary, When to Say Yes, How to Say No de Henry Cloud. Note à l'intérieur, je suis en train de le lire, aussi. Je t'aime, maman. Sa façon de reconnaître ce qu'elle avait mal fait. Février, nous nous sommes rencontrés pour un café. Juste nous deux. Elle semblait fatiguée, plus âgée. Je rejoue constamment ce dîner. La façon dont ton père t'a parlé. J'aurais dû l'arrêter. Tu as dit non une fois. J'aurais dû le dire plus fort. Elle a enveloppé ses deux mains autour de sa tasse. J'aurais dû prendre ta défense. Tu as aussi cru Meghan quand elle a dit que je prévoyais de vous couper les vivres, ce qui n'était pas vrai. Maman a tressailli. Meghan a dit. Meghan a menti et tu l'as cru au lieu de me demander. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Je suis désolé. Je sais. La relation guérissait. Lentement. Je ne lui faisais pas encore entièrement confiance, mais je pouvais voir l'effort. Mars, samedi après-midi, épicerie King Super. J'étais dans le rayon des produits frais en train de choisir des légumes quand j'ai entendu mon nom. Ethan. Je me suis retourné. Meghan se tenait là avec un panier d'achat. Oh, salut. J'ai hoché la tête. Meghan a continué à faire ses courses. Elle n'est pas partie. Elle m'a suivi dans l'allée suivante. On peut parler une seconde? Je me suis arrêté, je lui ai fait face. À propos de... J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé l'automne dernier avec la maison et l'histoire du mariage. J'ai attendu, je ne l'ai pas aidé. Je pense que j'ai peut-être été injuste de m'attendre à ce que maman et papa aident avec mon mariage alors qu'ils étaient encore en train de régler la maison. D'accord. Et peut-être que j'ai dit des choses qui n'étaient pas totalement justes à ton sujet. Tu m'as traité d'égoïste. Tu as dit que je détruisais le rêve parce que mes sentiments avaient été blessés. Elle est devenue défensive immédiatement. J'étais bouleversé. Tu t'attendais à ce qu'il retire des capitaux propres d'une maison que j'ai rendue possible, pour financer ton mariage sans me demander mon avis. Je ne savais pas que la maison était, je pensais que c'était la leur. Ce n'était pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mon revenu qualifie l'hypothèque. Mon crédit débloque les termes. Sans moi, il serait toujours en location. Elle est restée silencieuse. Et à la seconde où j'ai remis en question la façon dont ils utiliseraient la maison, tu t'es pointé à mon appartement, tu m'as envoyé des SMS me traitant d'égoïste, tu as pris leur parti sans demander ce qui s'était réellement passé. La famille est censée se soutenir. Le soutien va dans les deux sens. Meghan, à quand remonte la dernière fois où tu m'as aidé ou que tu les as aidés? Silence. Tu t'attendais à ce qu'ils te donnent 20 000 $ pour un lieu de mariage, de l'argent qu'ils n'ont pas, des capitaux propres auxquels ils ne peuvent pas accéder, parce que je ne leur permets pas de jouer ma cote de crédit sur ta fête. Des larmes se sont formées dans ses yeux. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de t'attendre à ce que je finance ta vie à travers eux. Pause. Si tu t'excuses, dis-le clairement. Sinon, ne me fais pas perdre mon temps. Elle a essuyé ses yeux. Je suis désolé pour la façon dont j'ai agi, pour ce que j'ai dit. Pouvons-nous passer à autre chose? Non. Elle a semblé choquée. Quoi? Tu as pris leur parti quand papa m'a traité d'échec, quand il m'a dit de ne pas revenir. Tu n'as pas appelé pour prendre de mes nouvelles. Tu as appelé pour me crier dessus parce que je m'étais retiré du prêt. J'essayais de les protéger. Tu protégeais ton fonds de mariage. Sois honnête. Son visage s'est durci. Tu sais quoi? Tu es exactement comme papa a dit. Égoïste? Peut-être, mais je suis l'égoïste qui a rendu leur maison possible, et je suis l'égoïste qui ne finance pas ton mariage. Je me suis détourné, j'ai continué à faire mes courses. Elle m'a interpellé, tu vas le regretter. Je ne me suis pas retourné, je n'ai pas répondu, j'ai juste payé et je suis rentré chez moi. Je n'ai plus jamais parlé à Meghan. Ce soir-là,
j'étais assis à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert, nouvel email dans ma boîte de réception, confirmation de paiement mensuel, 6e paiement, attends, 2847,16 $. J'ai ouvert mon rapport de crédit. Toujours 780. J'ai regardé autour de mon appartement. Le même une chambre, petit mais propre. Voiture payée sur le parking. Aucune dette, vie simple. J'ai été promu en janvier. Analyste de crédit senior. Augmentation de 12 000 $. La vie était stable, tranquille, exactement comme je le voulais. On me demande parfois, la famille élargie, les collègues qui connaissent l'histoire, regrettes-tu la façon dont tu as géré ça? La réponse est toujours non. Certains pensaient que j'avais été dur. Certains pensaient que j'avais été justifié. Les deux pouvaient être vrais. Papa m'a traité d'échec parce que je n'avais pas sa version du succès, pas de femme, pas d'enfant, pas de grande maison, juste un appartement déprimant et des feuilles de calcul. Mais j'avais ce dont il avait besoin, de la discipline. Une cote de crédit de 780. Une stabilité financière bâtie sur 10 ans de décisions responsables. Cet échec a sauvé leur rêve de 400 000 $. Ils ont appris quelque chose, on ne peut pas rejeter quelqu'un et s'attendre à ce qu'il vous sauve. J'ai appris quelque chose aussi, les limites ne sont pas cruelles, elles sont nécessaires. Mon téléphone a vibré. SMS de maman, le paiement est passé aujourd'hui. La maison est magnifique. Merci. Je l'ai regardé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je répondrai demain. Selon mon emploi du temps, mes termes. Les gens me demandent si je regrette d'être parti ce jeudi soir. Si je regrette de m'être retiré du prêt, si je regrette de les avoir forcés à signer mes termes. La réponse est non. Jamais une seule fois. Papa m'a traité d'échec parce que je n'avais pas sa version du succès, pas de femme, pas d'enfant, pas de grande maison, juste un appartement déprimant et des feuilles de calcul. Mais voici ce qu'il a appris, cet échec avait la cote de crédit de 780 qui a débloqué le rêve de 400 000 $. Cette déception était la seule chose qui se tenait entre eux et la ruine financière. Ce robot d'entreprise comprenait les contrats et l'influence mieux qu'il ne le ferait jamais. Tous les mois, ils effectuent ce paiement hypothécaire, 2847 $ à temps. Tous les mois, je reçois l'email de confirmation. Et tous les mois, je sais qu'ils se souviennent. Le fils à qui ils ont dit de ne pas revenir était le seul qui se soit réellement présenté. Non pas avec une obéissance inconditionnelle, mais avec quelque chose de mieux, le respect de soi. Et cela ne s'excuse pas.